Bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous entamons la dernière séance du séminaire. Patrick, c'est déjà fini, pratiquement. Commencer à peine à s'éveiller, voilà qu'il faut retourner à la nuit noire sans éveil possible, mais j'espère qu'on se retrouvera dans quelques temps. Alors une dernière séance qui nous ramène en fait dans, j'allais dire, le giron de l'Église, et qui nous ramène parce que finalement, depuis 2 séances, nous avons senti l'Église revenir comme un refoulé. C'est la séance sur les états de conscience avec Jean-Claude Schmitt et Marlène Béguin, et puis aussi l'histoire empêchée de l'homosexualité amoureuse dont nous a parlé Damien Bocquet avec le contrepoint par la suite de Zrinka Stahuljak. Alors un retour du refoulé, en même temps pas tout à fait, en réalité. Parce que ce n'est pas de cette église du XIIe, XIIIe siècle dont nous allons parler, c'est-à-dire celle du triomphe grégorien, de celle qui impose en apparence sa norme à la société sans débat possible, mais d'une autre église, celle du XIVe, XVe siècle, celle du schisme et des conciles pour la résoudre, en partie, et une église qui est fracturée, et d'une histoire de l'église qui est en partie empêchée également. Empêchée dans la mesure où, finalement, les conciles du XVe siècle ouvrent sur une expérience politique qui n'a pas réellement de continuité ou qui va être entravée par le triomphe de l'absolutisme pontifical. Alors pour parler de cela, nous avons invité tout d'abord Émilie Rosenbly, qui est maître de conférences en histoire médiévale à l'université de Besançon et qui se trouve cette année en congé de recherche à l'université Paris 1. Et c'est une spécialiste précisément de cette expérience politique que fait l'Église au XVe siècle, de l'expérience des assemblées. Et en cela, on peut dire que l'Église au XVe siècle rejoint l'expérience parlementaire qui a caractérisé l'Europe à partir de la fin du XIIIe siècle et du début du XIVe siècle, en retard par conséquent à cette expérience, alors même que certaines pratiques d'assemblée dans l'Église avaient préparé cette expérience parlementaire. Et une Église qui, à la faveur de cette expérience politique, eh bien, retrouve d'une certaine manière la voie du débat, de la dissidence religieuse et politique. Et Émilie Rosenbly va nous parler de la place du débat dans cette Église, mais aussi du débat pour faire débat, en réalité, puisqu'elle va s'intéresser au fait que dans l'Église même, parmi les auteurs qui parlent du schisme et puis surtout des conciles par la suite, eh bien, ils adoptent la forme du débat pour faire avancer leurs idées avec 2 monstres sacrés ici que convoque Émilie Rosenbly, Enea Silvio Piccolomini et Nicolas de Cuse également. Alors en contrepoint, nous avons invité Jean-Baptiste Brenet, qui est lui professeur de philosophie à l'université Paris 1. Vous allez me dire, que fait-il ici, puisque lui-même le reconnaît en off, il est à côté de la plaque par rapport à ces débats. En réalité, pas complètement, puisqu'il a travaillé beaucoup sur Averroès. Sa thèse portait sur la réception d'Averroès chez certains auteurs latins, donc à partir du XIIIe siècle. Et puis, c'est un spécialiste de ce qu'on pourrait appeler la jonction, la translation, la communication entre 2 mondes philosophiques. Or, on avait envie de casser un peu le solipsisme latin de cette Église, certes déchirée, mais qui fait toujours Église et qui donc fait masse, en quelque sorte, au XVe siècle. Et pour casser un peu cet enfermement latin, d'autant plus que, étant moi-même spécialiste de la Castille, je n'oublie pas que finalement, je tendance à considérer que les premières œuvres politiques ou qui ouvrent vers la science du gouvernement pour la Castille, ce sont des traductions du Calileb d'Hymne, traduction du Cendébar, qui donnent à la littérature doctrinale castillane eh bien, cette touche orientale qui fait sa différence jusqu'au début du XIVe siècle. Et
une littérature dans laquelle on retrouve souvent le motif de la nuit, de l'éveil, ou de l'endormissement empêché. Et Jean-Baptiste Brenet est là aussi parce que finalement, sa réflexion sur la nuit, le réveil et la veille a devancé en quelque sorte ce séminaire. Et je pense en fait à la publication de la conférence qu'il avait donnée au banquet du Livre de la Grâce en 2022, qui a été publiée dans la collection des Petits Jaunes de Verdier sous le titre « Demain la veille ». Et Jean-Baptiste Brenet, qui n'est pas à côté de la plaque, écrivait ceci : « La veille est demain, elle vient après la nuit, elle en sort de telle façon que si l'on veut saisir ce que veiller veut dire, il s'agit de comprendre ce qu'est la nuit dont la veille précède. » Et immédiatement, je donne la parole à Émilie Rosinbly pour sa conférence. Merci. Je remercie Patrick Boucheron et François Foronda de leur invitation, mais surtout de leur confiance. C'est en étudiant pendant mes congés les débats parlementaires dans l'Église. Mes congés. Donc c'est en étudiant pendant mes congés les débats parlementaires dans l'Église au XVe siècle que j'ai lu quelques dialogues, quelques songes. Et c'est ainsi que je rencontre le questionnement du séminaire. Ce sont ces lectures que je souhaite partager avec vous et je remercie Jean-Baptiste Brenet de discuter ce travail. La nuit médiévale des prélats, docteurs et clercs était-elle entrecoupée de réflexions inquiètes sur l'Église ? Sans doute. Les préoccupations ne manquaient pas. Repli de la chrétienté sur l'Europe, schisme avec les églises d'Orient, conflit politique au sommet de l'Église entre 2, voire même 3 papes durant 40 ans, puis à nouveau dans les années 1440, pour ne rien dire du quotidien, la défense locale des droits juridictionnels. Y a-t-il eu pour autant une littérature de réveil dans l'Église latine au XVe siècle ? Les clercs médiévaux ont-ils feint, dans leurs écrits, de s'endormir pour mieux appeler au réveil de l'institution ? À cette question, on pourrait d'abord être tenté de répondre non. Si l'on prend l'exemple du songe du vieil pèlerin, cette œuvre qui est sans doute le songe politique le plus emblématique, le plus exceptionnel du Moyen-Âge, ce songe a été composé à la marge de l'institution par un Philippe de Mézières, certes retiré au couvent des Célestins de Paris, mais toujours laïque. À de rares exceptions près, la pensée politique des clercs sur l'Église n'a pas pris le détour du songe. Les choses avaient pourtant bien commencé au début des années 1370 avec le juriste bolonais Giovanni da Legnano, dont le songe a lui-même inspiré un juriste parisien, sans doute Évrard de Trémaugon. Le songe du Vergier fut bientôt traduit en français pour le roi Charles V, mais ces œuvres jumelles n'ont pas fait école. Et il faut attendre, je crois, le 29 mai 1453 et le choc de la conquête ottomane de Constantinople pour que le songe dialogué retrouve une pertinence politique. Sous la plume d'Enea Silvio Piccolomini et de Nicolaus von Kues, ou en français Nicolas de Cuse. Dialoguer en songe n'allait donc pas de soi pour réformer l'Église ou espérer la mieux gouverner. Pourquoi cela ? Pourquoi y dialoguait-on si peu en songe ? Pourquoi ne s'y endormait-on pas pour mieux appeler au réveil ? Il faut d'abord dire que les clercs médiévaux étaient maintenus en veille, en éveil, par la dynamique pastorale du salut, mais aussi par l'indépassable réforme de l'institution. Ecclesia semper reformanda, il faut toujours réformer l'Église selon l'adage augustinien. L'éthos clérical impliquait, à n'en pas douter, un état de veille et de vigilance permanent. Une autre raison pour laquelle la voie du songe est restée peu empruntée réside dans l'intensité des débats qui se déroulaient en pleine conscience et en plein jour dans les institutions collégiales de l'Église. Chapitres de moines et de chanoines,
université, mais surtout concile. Et vous voyez ici une carte qui situe les principales assemblées de l'Église à la fin du Moyen-Âge, de l'Église latine. On ne feignait pas de s'endormir pour dialoguer, car l'on débattait en pleine conscience toute la journée, pendant des mois, pendant des années et parfois même des décennies, pour résoudre le schisme et réformer l'Église, c'est-à-dire, à cette époque, avant tout, pour limiter la monarchie pontificale. Ces assemblées ouvraient des espaces politiques d'autant plus vifs qu'elles rivalisaient entre elles, et c'est le cas des assemblées de Bâle et de Ferrare-Florence, dont il sera ici question. Ces assemblées favorisaient les expérimentations intellectuelles et la découverte de manuscrits anciens. Clémence Revest a bien montré comment les humanistes ont situé au Concile de Constance le mythe fondateur, leur mythe fondateur, le mythe fondateur de leur communauté. Les auteurs ont donc écrit des dialogues où l'on débat en pleine conscience, sans prendre le détour du songe, ni éprouver le besoin de libérer la parole onirique. Je propose d'envisager ce que fait l'écriture dialogique, en pleine conscience ou en songe, à ces débats parlementaires. Pour ce faire, nous suivrons le parcours de vie et d'écriture d'Enea Piccolomini. Ce personnage est exceptionnel par le cheminement de sa carrière et peut-être surtout le foisonnement de son œuvre. Comme acteur, il est passé du concile contestataire de Bâle, où il a fait ses débuts, au trône de Pierre, auquel il a été élu à Rome en 1458. Vous le voyez ici en train d'écrire, coiffé de la tiare à 3 couronnes, le trirègne, inventé par Boniface VIII, et il travaille ici, il est représenté au travail en ouverture d'un luxueux manuscrit de sa propre correspondance. C'est un auteur très intimidant par son œuvre, sa culture savante et le raffinement croissant de son latin. Et dans mes travaux antérieurs, je travaillais plutôt sur des textes des années 1440, et là, j'en suis venue aux années 1450, et les choses se compliquent incontestablement. La sélection ici présentée de ces œuvres n'est pas du tout exhaustive, et elle laisse notamment de côté le monument de sa correspondance. 2 textes nous intéresseront tout particulièrement. En rouge, le libelle des dialogues, composé à Bâle en 1440, et en bleu, le dialogue sur un certain songe, écrit à Sienne en 1453-1454. Entre Bâle et l'Italie, Enea Piccolomini a servi le roi des Romains. Et c'est à sa cour, en 1443-1444, qu'il a notamment écrit 3 dialogues qui sont ici en violet. Le pentalogue, l'histoire des 2 amants et le songe de fortune. Et l'on retrouve là le thème de l'amour. Il prend ainsi par ces 3 textes congé de la cause conciliaire, mais aussi de l'amour sensuel, quelques années avant de devenir prêtre et évêque, et de négocier le concordat entre l'empereur Frédéric III et le pape. Le 3e dialogue, le Somnium de Fortuna, le songe sur la fortune, montre son ambition, sa frustration, son impatience de connaître enfin la fortune. Dans ses écrits, Enea Piccolomini dialogue avec un autre monstre sacré, ce sont les mots de François Foronda, de la pensée humaniste, Nicolas de Cuse, qui est son exact contemporain, lui aussi passé par le concile de Bâle et du concile de Bâle à la curie romaine. Tous 2 sont d'ailleurs morts à 3 jours d'écart au mois d'août 1464, l'un pape, l'autre cardinal. Nicolas de Cuse est un esprit polymathe, un auteur prolifique de traités, mais aussi de dialogues.
Son œuvre fait d'ailleurs l'objet d'un véritable culte savant. Des sociétés savantes lui sont spécialement dédiées, en Allemagne comme aux États-Unis d'Amérique. Comme Nicolas de Cuse, Enea Piccolomini a ses propres spécialistes, et vous voyez ici quelques-uns de leurs travaux. Donc je me contente de citer leurs noms: Claudia Mertel, Alessandro Scaffi et Simona Iaria, Emily O'Brien et, pour la France, Serge Stolf, à qui l'on doit les quelques traductions qui existent en français. Mon intervention fera dialoguer Enea Silvio Piccolomini et Nicolas de Cuse par dialogue et songe interposés. Et je vous propose de voir comment, pour commencer, la forme dialogique vaut proposition de débat. Le dialogue est l'une des manières d'exprimer les débats qui travaillaient l'Église. Des clercs engagés dans ces débats ont parfois fait dialoguer en plein jour des partisans de l'un et l'autre pape dès les années 1380, des chrétiens des églises grecques et latines, ou alors des tenants de la dissidence hussite ou de l'orthodoxie chrétienne. Ces dialogues prennent sens par rapport au débat conciliaire pour préconiser la résolution du problème en concile, et certains ont d'ailleurs été rédigés en marge d'une assemblée. Ces œuvres restent assez peu étudiées, mais elles participent pleinement de ce qu'on a appelé la Renaissance dialogique. Au Concile de Bâle, quelques dialogues mettent en scène des personnages engagés dans les débats, des acteurs reconnaissables par les lecteurs ou les auditeurs. Et cela me semble intéressant parce que cela crée un puissant effet de réel et cela politise l'œuvre. Enea Silvio Piccolomini en donne un très brillant exemple dans le Libelle des dialogues qu'il a composé entre juillet et décembre 1440. La datation est donnée par Simona Iaria, qui est l'éditrice scientifique du texte. Alors, je propose une traduction de quelques extraits et j'ai indiqué en gras les passages que je vais citer. Voici la fin de l'épître dédicatoire qui s'adresse au recteur de l'université de Cologne, Johannes Tinctoris. Piccolomini lui envoie, je cite, « copie de son opuscule pour le convaincre que le concile est toujours à Bâle. » Toujours à Bâle, c'est-à-dire pas à Ferrare, où le pape l'a transféré pour accueillir l'empereur byzantin et le patriarche de Constantinople. Quel était l'objet de ces transferts d'assemblée? Il s'agissait de faire l'union des églises latines et d'Orient pour mieux organiser la croisade. L'union des foi était conçue comme un préalable indispensable à une union militaire et donc une action efficace contre le sultanat ottoman. Dans ce prologue, Enea Piccolomini nomme ses interlocuteurs. Il dialogue d'abord avec Martin Lefranc, qu'il appelle « mon collègue », puis tous deux rencontrent, je cite, « deux grands hommes revenant de la campagne, Stefano Caccia de Novare et Nicolas de Cuse, dissertant l'un l'autre de cette question que vous avez laissée dans le doute, la question de savoir où est le concile légitime, à Bâle ou en Italie. » La coexistence des deux assemblées a divisé profondément la chrétienté latine pendant 12 ans. Pardon, je ne trouve plus ma feuille, mais ce n'est pas grave. Si, elle est là. Voilà, ça aide. Pourquoi cette division profonde? Eh bien parce que le concile de Bâle en est venu à se donner un pape, Félix V, dont d'ailleurs les trois débatteurs, Enea, Martin et Stefano, étaient les secrétaires. Les quatre hommes dialoguent en marchant sur la rive du Rhin à quelque distance de Bâle, en direction de Huningue, s'il y a des connaisseurs. Ils ont quitté Bâle, ces églises qui bruissent de délibération, ces maisons et ces rues bondées par l'afflux
des pères conciliaires et de leur suite. Ce geste de quitter la ville rappelle les dialogues platoniciens, en particulier le Phèdre, qui se déroule hors les murs d'Athènes, nous dit Platon, sur les grands chemins. L'humaniste florentin Leonardo Bruni l'avait d'ailleurs traduit en latin dès 1424, et il avait lui-même, à l'aube du XVe siècle, mis en scène ses amis humanistes dans les dialogues. Composer un dialogue tendait, en latin bien sûr, tendait à devenir un signe de distinction intellectuelle parmi les humanistes. Dans le dialogue, l'auteur réunit des débatteurs éloignés les uns des autres. Lui-même sillonnait l'Allemagne pour y défendre le concile, à Cologne, à Nuremberg, et Nicolas de Cuse avait définitivement quitté Bâle pour rallier le pape. Enea Piccolomini imagine un dispositif à la fois ingénieux et élégant, que vous voyez sur le diaporama. Les débatteurs dialoguent deux par deux en des dialogues croisés. Seul le 14e et dernier dialogue réunit les 4 débatteurs en un quadrilogue, mais cette fois-ci, il s'agit d'un quadrilogue consensuel, plus qu'invectif. Nous ne sommes pas chez Alain Chartier. Une dissymétrie apparaît dans la composition de ce libelle. Les échanges entre Stefano Caccia et Nicolas de Cuse sur la légitimité du concile sont plus abondants que ceux d'Enea Piccolomini et Martin Lefranc, qui portent sur la question de la rhétorique, la place de la rhétorique dans la construction du bien commun, ce qui est aussi, bien sûr, une question politique. Pour ingénieux qu'il soit, ce quadrilogue constitue une inévitable réduction vocale par rapport à l'Assemblée, une schématisation de la polyphonie parlementaire. Alors à quoi bon l'écrire? Qu'opère ce dialogue? Il réunit des amis séparés, ce qui est déjà beaucoup, mais il fait plus. Il permet de jouer à convaincre celui qui a quitté le concile et qui manque à la cause conciliaire, Nicolas de Cuse. L'auteur met en scène sa conversion en ouverture du 14e dialogue. Nicolas de Cuse y reconnaît la puissante action du dialogue qui ne l'a pas seulement fait changer d'avis, mais qui a changé son être. Et j'aimerais ici vous lire le début de l'extrait que j'ai traduit. En me priant, Stefano, que ce soit une inspiration divine ou autre chose, l'intellect est changé et l'esprit est changé. Ce n'est plus moi qui vous parlais tout à l'heure. Décrire le retour de Nicolas de Cuse à la cause conciliaire, c'est remodeler le réel, à l'inverse du choix fait en 1437. Enea Piccolomini n'est pas le premier à jouer à cela, à prêter dans la fiction dialogique des opinions différentes de celles que tenaient les personnages dans la réalité. Dans ces dialogues, Leonardo Bruni, toujours lui, l'avait fait pour Niccolò Niccoli. Piccolomini tisse ici des liens intertextuels pour mieux marquer son appartenance à la communauté humaniste, qui est aussi, et sans doute d'abord, une communauté textuelle. Il joue également avec le topos chrétien de la conversion, en situant la conversion au cœur du dialogue. Et en cela, il prend complètement le contre-pied de la tradition augustinienne, selon laquelle la conversion chrétienne supposait précisément de renoncer au dialogue philosophique, comme Augustin l'avait fait dans ses confessions. Cheminement du corps, cheminement de la pensée, le dialogue agit sur les débatteurs, leurs opinions et leurs choix politiques, mais aussi leur personne, leur carrière. Cette phénoménologie dialogique produit une nouvelle unanimité, célébrée comme une victoire. Nous avons vaincu, s'exclame Martin Lefranc. Enea Piccolomini fait preuve d'une grande intelligence dramaturgique pour amener les 4 débatteurs à se rencontrer et à échanger, se reconnaître et se parler.
Ces 4 débatteurs sont désormais réunis dans une même obédience, celle de Félix V, qui est désigné ici comme notre pontife. Et à la fin de l'extrait, le dialogue file la métaphore de la route, à la fois celle que les débatteurs doivent emprunter pour rentrer à Bâle, mais bien sûr aussi le chemin de leur vie. La résolution consensuelle du quadrilogue est en fait un rêve pris pour la réalité, et peut-être, sans doute, une provocation adressée à Nicolas de Cuse. Or, le libelle des dialogues a circulé parmi les clercs, 8 manuscrits en sont conservés, et son influence a été particulièrement vive dans les milieux monastiques du sud de l'Allemagne, des milieux très engagés dans la réforme de l'Église, où le texte a inspiré d'autres écrits, dont je vous fais grâce. Cette influence a été durable. Elle a persisté après que l'auteur, donc Piccolomini, eut rallié la papauté en 1443, après qu'il fût élu pape en 1458 et après qu'il eut renié spécialement ce texte en 1463. Le pape Pie II a écrit une bulle pour abjurer ses erreurs conciliaires de jeunesse, dans laquelle il nomme explicitement ce libelle. Voyons à présent comment le dialogue s'est imposé pour débattre et écrire les débats au concile de Ferrare-Florence. Changeons de camp, si vous le voulez bien, non pas en suivant Enea Silvio Piccolomini dans les années 1443-1447, mais dès 1437 avec Nicolas de Cuse. Donc nous verrons rapidement la réponse dialoguée de Nicolas de Cuse et nous évoquerons la manière dont les débats conciliaires ont pu être écrits de manière dialogique. À la provocation d'Enea Piccolomini, Nicolas de Cuse a répondu par un autre dialogue. Le titre est épouvantable, je me lance quand même dans une traduction. Dialogue déduisant l'erreur des amédistes, ce sont les partisans de Félix V, des actes et de la doctrine du concile de Bâle. C'était avant l'imprimerie, donc les éditeurs n'étaient pas là pour recadrer les titres. Il rédigea ce dialogue dans la haute vallée du Rhin, où il défendait la papauté entre février et mai 1441. L'édition du texte est due à Eric Meuthen, qui se fonde sur 4 manuscrits. Et vous voyez ici la page de l'un de ces manuscrits. C'est une copie extrêmement dense, vous en conviendrez, ça se voit même de loin. Et cette copie est de la main de l'auteur. C'est ça qui est intéressant. Et cette densité textuelle est aussi l'effet, le résultat des pénuries de papier qui frappaient les villes, en particulier les villes conciliaires. Ce dialogue revient à un dispositif extrêmement classique du maître dialoguant avec son élève. La hiérarchie des savoirs pose d'emblée la légitimité d'Eugène IV et du concile de Florence, défendu par le maître, et rejette la position de l'élève, c'est-à-dire la dissidence du concile de Bâle et de Félix V. Sur ce dialogue, je ferai 2 remarques. La première concerne l'influence de la pensée platonicienne sur Nicolas de Cuse, dont Davide Monaco et Mario Meliado ont montré la grande profondeur. Dans sa bibliothèque, Nicolas de Cuse possédait des traductions latines de plusieurs dialogues platoniciens par Leonardo Bruni et d'autres. Il possédait aussi, et c'est plus singulier, un manuscrit grec de la Theologia Platonica de Proclus qu'il avait lui-même rapporté de Constantinople et dont il avait commandé la traduction latine. Nicolas de Cuse est allé plus loin. Il n'a pas fait que lire, il a écrit. Il a fait profession de philosophie socratique dans la Docte Ignorans dès 1440. Et 9 ans plus tard, il a même osé se mesurer à Platon en écrivant l'apologie de la Docte Ignorans.
quand même un certain... il faut avoir de son propre travail une certaine confiance, en son propre travail, une certaine confiance pour choisir de tels intitulés. La seconde remarque concerne le dialogue par le dialogue. Par sa réponse, Nicolas de Cuse apporte certes un démenti à la conversion rêvée d'Enea Piccolomini, mais en choisissant la forme dialogique, il structure bien une collaborative debating community pour reprendre la proposition de François Foronda d'après les analyses d'Emma Cayley sur Alain Chartier et la querelle de la belle dame sans merci. Cette communauté de débat se pense bien comme une élite intellectuelle, et la forme de dialogue, du dialogue platonicien ou pseudo-platonicien, est ici très sélective intellectuellement, puisqu'elle distingue les auteurs les plus savants, c'est-à-dire ceux qui connaissaient Platon. La représentation dialogique s'est aussi imposée pour écrire les débats. Ce processus culmine dans le dialogue sur la primauté de l'Église et les actes du Concile de Florence. Ce dialogue est dû à un avocat consistorial, donc un haut officier de la curie romaine, Andrea da Santa Croce, qui l'a écrit peu après novembre 1439. Le dispositif dialogique est assez original, et c'est pour ça que je vous en parle. L'auteur dialogue fictivement avec Lodovico Pontano, un grand juriste, très grand civiliste, resté à Bâle, où il est d'ailleurs mort de la peste durant l'été 1439. Les deux débatteurs ne se contentent pas de dialoguer, ils cèdent souvent la parole à des prélats latins et grecs présents au concile. Donc l'auteur insère des extraits de sermons, de discours, de controverses théologiques pour mettre en dialogue l'Assemblée. Et vous voyez peut-être sur le diaporama le mot « papa » écrit à l'encre rouge. C'est le pape, c'est Eugène IV dont l'auteur rapporte quelques paroles à la fin du dialogue. Je n'en dis pas plus. Je crois que tous ces dialogues nous ont absolument épuisés et il est grand temps de dormir. Donc, endormons-nous avec Enea Silvio Piccolomini. C'est au lendemain de la conquête ottomane de Constantinople qu'Enea Silvio Piccolomini a renoué avec le songe. Il était alors évêque de Sienne, toujours au service de l'empereur Frédéric III. Il s'endort pour mieux appeler au réveil, alors même qu'il tentait de mobiliser les princes de l'Empire pour la croisade. Et il a participé à des diètes au printemps et à l'automne 1454 pour tenter d'agir en ce sens. Ce dialogue est édité, vous le voyez, par Duane R. Anderson et il a été traduit en italien, mais pas en français. Ce songe, Enea Silvio Piccolomini l'a laissé inachevé. Donc un songe sans réveil. 3 ans plus tard, alors qu'il était désormais cardinal, il l'a dédié une nouvelle fois au cardinal castillan Juan de Carvajal. Ce cardinal légat venait de remporter une victoire sur les forces ottomanes devant Belgrade en juillet 1456, soit 60 ans après la défaite cuisante de Nicolopolis. L'année suivante, en 1458, donc, le cardinal Piccolomini devint le pape Pie II. Et cela a bien entendu favorisé la diffusion du songe. 16 manuscrits en sont conservés, dont 14 du XVe siècle. Le dialogue y est souvent associé à d'autres écrits piccolominiens, des œuvres historiques ou sa correspondance de cardinal. À gauche, vous voyez la page d'un manuscrit composé en Italie entre 1460 et 1478. Dans les manuscrits,
le songe est souvent précédé d'un titre qui précise que l'auteur est devenu le pape, un pape. Donc ça distingue le texte. Et un manuscrit qui est conservé à Bologne, qui a été fabriqué produit pour un parent du pape, parle même du songe de Pie II, pour bien valoriser le texte. Dans les quelques manuscrits que j'ai consultés, je n'ai trouvé aucune image figurant le songe de l'auteur devenu pape. Je le regrette, le PowerPoint aurait été moins austère, mais voilà. Cela dit, je n'ai pas encore vu tous les manuscrits, donc il faut compléter l'enquête. Ce traité de circonstance a conservé une actualité, une pertinence durable, dont témoigne l'édition incunable imprimée à Rome en 1475 et dont vous voyez ici la première page. Vous voyez d'ailleurs que c'est assez proche d'une page de manuscrit. En s'endormant, Enea Piccolomini rend la syntaxe de l'entrée en rêve, pour parler comme Christiane Marchellonizia, très savante. Il livre une brillante synthèse sur les vertus médicales et politiques des songes, à grand renfort d'exemples historiques et bien sûr bibliques. Son latin est très vif et raffiné et mes traductions n'y font pas justice, ne lui rendent pas justice. L'auteur se réfère à la tradition antique des deux portes pour interroger l'ambiguïté du songe politique. Je cite ici l'extrait, « Même si je me demande s'il me vient par la porte de corne ou bien s'il m'est envoyé par celle d'ivoire. » Et la référence ici à l'Énéide vaut identification. L'auteur s'appelle Énée, Énéa, et lorsqu'il est devenu pape, il a choisi de s'appeler Pius en latin, pour mieux célébrer en lui-même le pieux aîné de Virgile. Alors à quoi rêve-t-il, Énée ? Il rêve de Bernardin de Sienne. Il rêve qu'il rencontre en songe le saint de sa cité, Bernardin de Sienne, qui vient d'être canonisé quelques années auparavant. Et Bernardin le guide, comme Virgile guide Dante dans la Divine Comédie, alors non pas en enfer et au purgatoire, rassurez-vous, ce sera moins long, mais directement au paradis. Bernardin procède d'abord à un examen de conscience assez sévère, dans lequel Énéa rappelle son engagement conciliaire et le saint condamne, alors non pas l'engagement conciliaire, mais l'ambition d'Énée. La construction dialogique est assez élaborée. C'est un cheminement par association d'idées et de digressions au gré des apparitions que rencontrent les promeneurs. Énéa rencontre ainsi son ami Pietro da Noceto, qui s'est perdu lors d'une chasse. Donc il n'est pas mort, mais il est perdu. Et il y a une digression sur la chasse qui est intéressante. Au début, je me demandais pourquoi. Et en fait, je pense que la chasse est peut-être une métaphore du passage à l'acte, qui est une question centrale du dialogue. Énéa et Pietro sont respectivement les secrétaires du pape Nicolas V et de l'empereur Frédéric III. Et cela structure politiquement le dialogue autour des deux pouvoirs universalistes de manière assez classique, y compris dans les dialogues. Bernardin révèle à Énéa qu'il quittera l'empereur pour servir le pape. « Tu renonceras à César », lui dit-il. Il les conduit tous deux, donc Pietro et Énéa, vers le plus grand concile. Et alors, Pietro se demande ce que c'est que ce plus grand concile et Énéa précise que c'est le concile des morts. Donc là encore, il y a une longue digression sur les Champs-Élyséens que j'ai coupée et on reprend, alors non plus à la page 54 mais à la page 76 et là, Bernardin évoque l'âme de Constantin qui réunit
ce concile des morts pour espérer reprendre sa ville. Je ne lis pas la citation, mais c'est vraiment, il est dit qu'il lui a donné son nom en la refondant, donc Constantinople. Et Bernardin, à partir de ce moment-là, raconte l'histoire des empereurs au fur et à mesure de leur arrivée. Les échanges de Bernardin et Pietro tournent au vinaigre sur la donation de Constantin. C'est l'empire d'Occident que l'empereur Constantin aurait donné au pape Sylvestre II. Le sujet était brûlant. Et d'ailleurs, d'où le ton très vif, Bernardin menace de faire écorcher Pietro s'il sent mal. J'ai traduit littéralement parce que l'expression est belle, c'est-à-dire s'il dévie en matière de foi. En 1442, Lorenzo Valla avait, pour servir les ambitions du roi d'Aragon, démontré par des arguments philologiques qu'il s'agissait d'un faux, que la donation de Constantin était un faux. Le coup porté à la souveraineté pontificale fut extrêmement rude. La donation était bien un faux, forgé à la curie romaine pour légitimer les dons successifs des rois francs. Or, cette donation soutenait les prétentions impériales de la papauté depuis la réforme grégorienne, tant et si bien que l'on peine à imaginer, à concevoir la monarchie pontificale sans ce fondement. Et c'est bien là tout le problème de l'échange. Le Songe choisit de défendre la papauté sur le terrain de l'histoire. Bernardin ne cherche pas à démontrer, à contre-argumenter contre Valla. Il reconnaît que la donation est inauthentique et qu'elle n'aurait pas dû rejoindre, c'est important, la collection juridique de décrets de Gratien. Une argumentation historique serrée lui permet de justifier l'impérialité du pape. Il dit « Je vais t'expliquer en quelques mots une chose qui est emmêlée et obscure parmi les historiens, à laquelle participèrent 5 pontifes romains, Grégoire, Zacharie, Étienne, Adrien et Léon. C'est donc une couche historique ancienne que le dialogue exhume entre la fin du VIe siècle et le début du IXe siècle. Donc la forgerie de la donation est ici compensée par l'élucidation d'un processus historique pluriséculaire. Bernardin dit à Pietro « Écoute, par quel accord l'Église romaine s'est élevée dans les hauteurs, avec toi, donc dans le dialogue, je dénouerai le changement de l'Empire et la croissance de l'Église. » C'est dire la puissance heuristique et politique que l'auteur reconnaît à l'histoire dans le dialogue. Ce long passage a fortement marqué les savants, au point qu'ils ont renommé le Songe en l'appelant « Dialogue pour la donation de Constantin ». Et le premier à l'avoir fait, c'est l'archevêque de Lucques, Giovanni Domenico Mansi, dans son édition de 1759. L'auteur s'épuise sous le poids de sa propre érudition et il interrompt son dialogue à propos de l'empereur Maurice. Nous sommes à la fin du 7e siècle. Le texte s'arrête au milieu d'une phrase. C'est pour ça que j'ai traduit la fin, pour que vous voyez, la dernière phrase est bancale. Il s'est interrompu dans sa phrase. Pourquoi ne pas pousser le songe jusqu'au réveil et à la mobilisation ? Alors, on peut répondre à cette question qu'Enea Piccolomini n'a pas réussi à mobiliser les princes. À la diète de Ratisbonne, en mai 1454, il a prononcé un discours au nom de l'empereur, mais en l'absence de l'empereur. C'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à faire venir l'empereur à la diète sur cette question. Et quelques mois plus tard, à la diète de Francfort, aucune décision concluante n'a été prise à ce sujet. Cet échec l'a-t-il découragé de terminer le songe et même sa phrase, ou bien est-ce l'écriture elle-même qui l'a réveillée et conduite à agir ?
Toujours est-il que le songe est resté d'actualité durant toute la seconde moitié du XVe siècle. La difficile mobilisation, la croisade différée lui ont conservé une pertinence. Et d'ailleurs, les copies manuscrites et l'édition incunable en témoignent. Ce songe interrompu avant le réveil a fait passer l'auteur à l'acte. Est devenu le pape Pie II, l'auteur pape a réuni les princes à Mantoue, puis il est mort en route, sur la route de l'Orient, en route pour l'Orient. Il est mort dans le port d'Ancône, donc sur la côte adriatique de la péninsule italienne, le 14 août 1464. Dans le petit quart d'heure qui me reste, j'aimerais, si vous le voulez bien, voir un dernier songe. Le songe très belliqueux que nous venons d'évoquer contraste avec celui que rédigea Nicolas de Cuse dès 1453, c'est-à-dire sitôt Constantinople conquise par Mehmed II. Il s'agit de rêver non plus la croisade de Constantin, mais l'accord des religions, ce qu'il nomme la paix de la foi. Conservé dans 7 manuscrits, ce songe a été édité par Raymond Klibanski et Hildebrand Bascourt. Et je le cite ici dans la traduction d'Hervé Pasqua. Plus qu'un songe, Nicolas de Cuse décrit une vision à laquelle il accède par la prière et la méditation. L'auteur, qui se désigne à la 3e personne, se trouve, je cite, « ravi à une hauteur intellectuelle où la lumière, pour ainsi dire, de ceux qui ont quitté cette vie, et un concile est réuni sous la présidence du Tout-Puissant. » Un autre concile céleste, donc, mais cette fois présidé par Dieu et pour la paix. Le dialogue postule que parmi toutes les diversités que l'on observe dans les religions à travers le monde, un accord pourrait facilement se trouver à l'aide d'un moyen approprié et conforme à la vérité en vue d'établir une paix perpétuelle en religion. Alors, l'auteur, dans son dialogue, élargit considérablement le dialogue interreligieux tel qu'Abélard l'avait posé et inauguré peut-être au XIIe siècle. Le dispositif devient polyphonique. Outre l'archange Michel et le Verbe divin, il mobilise les apôtres Pierre et Paul, mais surtout, il fait dialoguer les sages des nations. Et je vais me contenter, faute de temps, de les citer dans l'ordre d'entrée en scène pour que vous voyez l'ampleur du projet. Le grec, l'italien, l'arabe, l'indien, le chaldéen, le juif, le scythe, le français, le persan, le syrien, l'espagnol, le turc, l'allemand, le tartare, l'arménien et enfin le bohémien et l'anglais. Ce court dialogue, en dépit du nombre des protagonistes, constate l'unité structurelle des religions réduites au monothéisme. Il est apparu clairement que toute cette diversité résidait dans les rites plutôt que dans le culte rendu à un seul Dieu qui, dès le commencement, a toujours été présupposé par tous. Mais l'accord raisonnable conclu entre les religions, cet accord conclu au ciel, ne vaut qu'au ciel et pas sur terre. Il doit désormais être réalisé sur terre parmi les peuples. Et c'est là, bien sûr, toute la difficulté du projet. La convergence des religions se fait au prix d'une abstraction qui dégage l'idée de Dieu, non seulement de ce que le texte appelle les rites, mais aussi de la révélation transmise par les livres sacrés et enseignée par les clercs ou les théologiens. Il faut donc, pour faire cette union des religions, enseigner l'accord conclu par les savants au peuple. Il faut inventer un nouveau récit.
Comme chez Piccolomini, l'assemblée céleste prend sens par rapport à une assemblée terrestre à laquelle le roi des rois donne des ordres. Que enfin, donc il s'agit des sages des nations, tous ceux que j'ai énumérés, qu'ils se rejoignent, munis des pleins pouvoirs, il faut qu'ils puissent agir, sinon ça ne sert à rien, à Jérusalem comme centre commun, et qu'au nom de tous, ils acceptent une seule foi et fondent sur elle une paix perpétuelle. Point de réveil non plus à l'issue de cette vision, et bien sûr, c'est peu dire que l'utopie pacifiste ne s'est pas encore réalisée à Jérusalem moins qu'ailleurs, et les voix qui prônent l'accord des religions ne sont pas celles qui portent le plus. Alors, pour terminer, et non pas pour conclure, j'évoquerai, si vous le voulez bien, un dernier songe. Il s'agit d'un autre dialogue situé au paradis. Et cette fois-ci, nous lirons quelques lignes d'Érasme, rédigées après la mort de Jules II. Il valait mieux vu le texte, sans doute en 1513, à un moment où le concile contestataire de Pise, Milan, Asti, Lyon s'était épuisé, et au moment où Jules II et son successeur Léon X, tenaient un concile pontifical au cœur du pouvoir, le palais du Latran à Rome. Le dialogue est résolument polémique. Jules est aux prises avec Pierre, qui tient les portes closes. Il lui refuse l'entrée au paradis. Ils en viennent à parler des conciles, et Pierre lui demande « Pourquoi as-tu le concile général tellement en horreur ?» Et là, Jules répond « C'est comme si tu demandais aux monarques pourquoi ils haïssent le Sénat et les grandes assemblées. C'est bien sûr parce qu'une telle foule d'hommes excellents fait ombrage à la dignité royale. » Finalement, je passe, tout est intéressant, mais je passe, il n'y a personne qui ne s'asseye au concile sans penser qu'il lui est permis de faire quelque chose contre le pontife au nom du concile. En conséquence, ils ont été rarissimes, les conciles assez heureux pour que le souverain pontife n'eût pas à constater qu'on portait atteinte à sa majesté et qu'il quittait le concile moins souverain qu'il n'y était entré. Tu as vécu cela toi-même, à moins que cela ne t'ait complètement échappé. Vous voyez le ton polémique. Érasme évoque ici le concile de Jérusalem d'après les Actes des Apôtres au chapitre 15, et cela n'a sans doute pas échappé à Pierre. Il inscrit, par ce dispositif dialogique, les conciles dans une généalogie apostolique et une tradition anti-monarchique qui remettent en cause la succession des papes depuis Pierre. Et c'est la fin de la citation que je ne lis pas, mais qui est belle. Dans ce processus politique contestataire, les dialogues politiques prennent toute leur importance, car ils ont inscrit les débats parlementaires dans la durée, c'est-à-dire qu'ils leur ont permis de raisonner après la dispersion des assemblées. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Émilie. On va commencer par discuter la communication, la conférence d'Émilie Rozimbly. Patrick, peut-être tu veux réagir? Alors, simplement, sur ce que tu as présenté, et je crois qu'il faut qu'on ait conscience ici de la rareté, en tout cas pour le public, des textes que tu as présentés, qui sont assez peu accessibles, et donc la grande richesse de ce qui nous a été présenté ce soir, je pense qu'il faut la souligner, c'est important. Il y a deux choses, en fait, qui m'ont interrogé, qui me sont venues à l'esprit.
Tout d'abord, sur la question du songe, tu dis au début de la conférence, en gros, bon, on n'a pas besoin du songe parce qu'en fait, on n'a pas le temps de s'endormir dans l'Église. Il y a cette difficulté à s'assoupir parce que la réforme doit être tout le temps faite. Mais tout de même, j'ai l'impression qu'on recourt au songe à la fois pour parler de l'Église, mais pour ressortir à nouveau de l'Église, de cet enfermement, disons, de l'Église d'institution, et pour refaire société. Ou en tout cas, les songes dont tu nous as parlé, je les interprète en tout cas comme des propositions qui sont faites justement bien au-delà de l'Assemblée des conciles et pour reformer une chrétienté jusqu'au point d'unité absolue que constitue l'union de toutes les religions finalement et de cette proposition d'unité qui est faite. Donc il y a un vrai projet politique finalement pour le songe, et le fait que le songe soit finalement assez rare, quand il existe, j'allais dire, la proposition est forcément politique, elle ne peut être que pour, disons, l'ensemble de la chrétienté. Je trouvais cette dynamique-là assez intéressante. Et puis, il y a une deuxième chose aussi qui m'a, disons, notamment en voyant ces pages de manuscrits que tu nous as présentées, c'est une réflexion que je me faisais aussi lorsque je voyais parce qu'on connaît tous les deux des manuscrits d'assemblées, toi les conciles, moi les assemblées représentatives, il y a une vraie difficulté en fait à rendre le dialogue dans la page. Et c'est quelque chose, alors on le règle en mettant les noms en rouge, en bleu, mais je veux dire que pour un scribe médiéval, alors la question de l'imprimerie règle peut-être les choses de façon différente, il y a cette difficulté, j'allais dire manuscrite, codicologique, à rendre compte du dialogue et des prises de parole en fait dans le manuscrit. Et est-ce que tu constates dans ce cas-là en fait des solutions communes, par exemple entre les manuscrits que l'on conserve des assemblées conciliaires, Bâle, Ferrare, etc., et certaines des solutions qui sont mises ici en œuvre, encore que celles-ci correspondent, par exemple, à ce que l'on peut voir, par exemple, pour d'autres dialogues. Le quadrilogue invectif de Chartier, on retrouve les noms, mais sans les couleurs. Bref, il y a des solutions similaires, mais en tout cas, cette question formale me semble également intéressante, je trouve. Merci François pour ces remarques. Alors, la première remarque me semble très importante, oui, et on est bien là au XVe siècle, c'est-à-dire que, donc je suis tout à fait d'accord avec ta suggestion de songer pour sortir de l'Église et refaire société. Au XVe siècle, les clercs médiévaux ne croient plus à leur discours grégorien. Ils sont bien obligés du fait de prendre compte, de tenir compte de la société telle qu'elle a changé. Et donc l'adéquation parfaite entre societas et christianitas, société et chrétienté, qui est rêvée depuis le XIe siècle, si tant est qu'elle ait un jour pleinement fonctionné. En tous les cas, au XVe siècle, ils ne peuvent plus y croire complètement. Ils sont bien obligés de voir qu'il y a une hétérogénéité de pratiques, de modalités d'adhésion à la foi et à l'institution. Le processus de sécularisation est quand même très présent. Non pas une sécularisation nécessairement de la pensée, les valeurs chrétiennes restent très, très présentes dans la structuration idéologique, mais au moins une sécularisation sociologique. Les laïcs entrent en écriture et les clercs ont perdu, qu'ils le veuillent ou non, le monopole du savoir et de l'écrit. Donc là, oui, je suis tout à fait d'accord pour dire que ça peut être une des modalités d'adaptation, de retourner, d'appréhender cette société qui n'arrive pas à être totalement comme ils aimeraient qu'elle soit et qui l'est de moins en moins. Sur la question des manuscrits d'assemblée, oui, je dois dire que c'est par ce biais-là, en fait, que je suis arrivée à ce questionnement et que j'en suis venue à lire ces dialogues plus littéraires qui ne sont pas mon pain quotidien. C'est en réfléchissant à la grande variété des manières d'écrire les actes des différents conciles que j'ai montrés sur la carte. Ils se tiennent en gros en une 50aine d'années, et pourtant les solutions d'écriture sont extrêmement différentes. Et cela s'accompagne aussi
tu l'as dit, de solutions de mise en page diverses. Mais l'écriture même est très variable. Par exemple, à Constance, c'est une espèce de chronique, un récit. On raconte l'histoire du concile et on injecte, bien sûr, on insère dans le texte toutes les grandes décisions. À Bâle, ce sont des procès-verbaux. Donc là, qui est pourtant une assemblée où il y a eu beaucoup de débats, on peut leur reprocher beaucoup de choses, mais pas cela, eh bien, les débats, on ne les voit pas, ou très peu. Alors, j'ai trouvé à Dijon, dans les papiers de l'abbé de Cîteaux, une sorte de tentative de restitution dialoguée, de débat conciliaire, avec là, cette fois-ci, la mise en page du dialogue ou d'une pièce de théâtre, comme on a l'habitude d'en lire dans les livres imprimés, qui sont un peu plus faciles que les pages de manuscrits ou d'imprimés médiévaux. Mais j'ai pas osé, puis c'était trop long, et je ne sais pas encore bien quel est le statut de ce texte. Je le trouve intéressant. Mais c'est vraiment à Ferrare-Florence, là où précisément la parole était quand même assez verrouillée par la présence du pape et par l'organisation des débats entre grec et latin, les problèmes de traduction aussi qui se posaient. Donc c'est dans une assemblée précisément où l'on n'a pas où le débat n'a pas été très spontané, je ne dis pas qu'on n'a pas débattu, mais c'était un débat très cadré, eh bien, c'est précisément là qu'on a besoin, je crois, y compris pour des questions de légitimité politique, de mettre en dialogue. Et c'est aussi pour des questions de complexe culturel des pères latins à l'égard des pères grecs. Ils se sentaient complètement dépassés. Et dans les débats, d'ailleurs, dans le dialogue, dans les débats conciliaires, on était en quête perpétuelle de manuscrits anciens pour attester, être sûr d'avoir bien compris le texte des pères grecs, notamment. C'est l'enjeu. Voilà. Et peut-être sauf si tu veux, dans la continuité de la question de François, et en te remerciant aussi parce que, voilà, il faut quand même redire et souligner combien ces textes sont à la fois difficiles d'accès et arides et au fond très peu connus. Ils nous permettent quand même de poser cette question qui nous est essentielle du rapport entre le dialogisme fictionnel, littéraire et ou philosophique avec cette culture conciliaire ou parlementaire dont tu as montré à la fin qu'il y avait quand même malgré tout, par la disponibilité textuelle, la possibilité d'en penser, je dirais, la continuité protestataire ou contestataire. Et c'est très intéressant de le faire, je dirais, à rebours. Le dernier texte d'Erasme est magnifique. Je signale d'ailleurs que c'est l'année du Prince, 1513, où, effectivement, dans sa lettre dédicatoire, Machiavel rappelle qu'au moment où il n'était pas en congé, lui non plus, du pouvoir, eh bien, il n'a, je cite, ni joué ni dormi. Ni joué ni dormi. Donc ça veut dire effectivement que l'action, elle est bien effectivement, exactement comme tu le dis magnifiquement sur cette plume qui s'arrête de Piccolomini, ça peut être aussi l'écriture qui, dans son mouvement même, te réveille et te rappelle à l'action. Mais j'ai une question, effectivement, qui est en rapport avec cette mise en dialogue, en fait, de la confrontation. Dans le quadrilogue, le premier, effectivement, il y a différents personnages. Et il y a Nicolas de Cuse, qui lui-même peut en partie se reconnaître puisqu'il y répond. Mais ce n'est pas tout à fait lui, c'est-à-dire que c'est un personnage conceptuel. Voilà. Et donc, évidemment, il y a le précédent des dialogues platoniciens. Mais je me demande si, effectivement, comme tu le fais à la toute fin, on ne peut pas aussi considérer ça depuis l'ombre disons de la Renaissance, ou en tout cas des débuts du XVe siècle, de ces dialogues-là, de la mise en scène, en fait, des adversaires dans un dialogue politique. Voilà. Je pense à ce qu'a écrit Céline Spector sur ces passagers clandestins de la fiction politique, chez Hobbes même, c'est-à-dire ce qu'elle appelle le free rider, c'est-à-dire l'adversaire qui surjoue en fait son adversité ou son opposition.
Ce qui n'empêche pas effectivement que si on utilise un nom propre un petit peu à côté de la réalité biographique de son personnage, par exemple on dit Nicolas de Cuse, lui-même peut avoir envie d'y répondre. Mais ce sont quand même des personnages conceptuels. C'est-à-dire qu'ils portent des noms propres dans lesquels effectivement des personnages réels peuvent se reconnaître, mais pas tout à fait. Donc c'est quand même... c'est intéressant cet espace fictionnel qui s'ouvre. Enfin, c'est pas vraiment une question, mais c'est en fait une remarque sur l'écart qu'il y a malgré tout entre voilà, le dialogue réel, enfin, le dialogue politique et sa fictionnalisation dans la littérature et la philosophie. Merci, merci beaucoup Patrick pour cette proposition. Oui, je crois qu'il y a vraiment un jeu littéraire permanent, un jeu entre le réel et l'écriture. On sent bien pour ces hommes qui étaient graphomanes. Enfin, je ne sais pas quand ils dormaient et je ne sais pas ce qu'ils faisaient d'autre à part écrire. C'est assez vertigineux quand même de penser ça. Alors d'accord, il n'y avait pas la société de loisirs, ni même le divertissement pascalien, mais bon, quand même. Il n'y avait pas de charge mentale. Il n'y avait pas de charge mentale, non, surtout pour les clercs, surtout pour les prélats. Ils étaient délestés de tout ça, mais quand même. C'est spectaculaire, et puis on voit ça à des niveaux sociaux et intellectuels peut-être moins impressionnants, moins spectaculaires chez des notaires. Donc c'est vraiment un monde où on vit dans l'écrit, par l'écrit, pour l'écrit, et finalement la vraie vie, oui, est-ce que c'est toujours important? Oui, aussi, mais à travers ce qu'on en écrit. Donc ce sont incontestablement des hommes de l'écrit. Pour bien cerner mieux que je ne l'ai fait le jeu entre la fictionnalisation et les hommes réels, en fait, il faudrait reprendre là les deux correspondances et voir leurs interactions, parce qu'ils se sont quand même connus. Ils se sont connus à Bâle et ils se sont retrouvés après avoir bien cheminé l'un et l'autre dans des espaces assez distincts intellectuellement et politiquement. Ils se sont retrouvés à la Curie romaine dans le même sacré collège. Ils siégeaient ensemble, oui. Ils étaient collègues. Donc ce serait, oui, le jeu est d'autant plus troublant qu'il y a quand même des moments où ils sont appelés à se rencontrer. Et les études scientifiques sur notamment Nicolas de Cuse, dont on sait tout, enfin beaucoup de choses, enfin tout ce qui a donné lieu à la conservation de traces écrites, en tous les cas, permettrait de peut-être mieux cerner l'effectivité de leur lien par-delà la fictionnalisation. Et puis c'est là aussi où d'ailleurs la question de la nuit commençait par là, mais pas seulement métaphoriquement, et tout sauf anecdotique, parce que évidemment la nuit des clercs est quand même rythmée liturgiquement par des périodes de veille, et le politique, dès lors effectivement qu'il s'en autonomise, enfin en tout cas qu'il joue son autonomisation, ou qu'il mime peut-être son autonomisation, enfin, avec Machiavel assurément, exagère aussi cet état de veille permanente et en fait une condition de la vigilance politique. Quand il dit « je n'ai ni joué ni dormi », c'est qu'il a passé son temps à écrire des lettres qu'il datait, mais aussi par l'heure du jour et de la nuit, il montre effectivement comment, voilà, quand il est par exemple à Robineau, César Borgia le convoque, mais le convoque à 3h du matin. Et il l'écrit, il dit il est 3h du matin. C'est l'heure où Djokovic s'arrête de jouer au tennis. Lui, eh ben, il est... Donc ça ne s'arrête jamais. Et évidemment, ça a à voir avec cette nuit à la fois interrompue, sans cesse interrompue et théologiquement ininterrompue, qu'est la nuit théologique des clercs.
Et ça, peut-être que Jean-Baptiste a un truc à dire là-dessus, non? Alors ça, je dirais peut-être quelque chose tout à l'heure, mais j'ai une question quand même qui est un peu liée à ce que tu as dit. C'est quel rapport on peut faire et comment on peut expliquer le fait qu'on se soit intéressé qu'on ait produit des dialogues, puis des songes, sans utiliser ce qu'il y avait à disposition, c'est-à-dire la question disputée. Pourquoi on n'a pas, surtout si on pense à Nicolas de Cusse, c'est quand même son monde, d'où ça vient? La question disputée et tout ce qu'il y avait un peu autour, mais qui était du même ordre. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on jugeait d'insuffisant ou d'inadéquat dans la question disputée qui pouvait justifier l'usage, peut-être une référence à Platon, peut-être la volonté de jouer Platon contre Aristote, peut-être parce que déjà à l'époque on considérait que la question disputée était trop universitaire et donc trop impuissante. Je ne sais pas, c'est la question que je pose. Pourquoi ce choix-là? Merci. Alors, il y a sans doute un effet un peu déformant de la construction là, qui m'a amené à retenir des œuvres qui, effectivement, ne s'y réfèrent pas, quoique il faudrait que je regarde le texte latin dans la préface, dans le Libellus Dialogorum, je crois qu'il y a le verbe disputer, et oui, leur dispute. Et j'ai gardé le mot pour bien entendre cet ancrage universitaire, qui est bien entendu la culture des auteurs, Piccolomini aussi, et d'ailleurs leur formation. Alors, je pense qu'il y a plusieurs éléments de réponse. Oui, peut-être quelque chose d'un peu scolaire qui tiendrait à l'aristotélisme universitaire et qu'il s'agit de dépasser pour démontrer son brillant esprit et sa connaissance de Platon. Oui, il y a un peu de ça. Ils sont quand même assez contents d'eux dans leurs écrits. Et ils peuvent l'être. Je veux dire, ils ont écrit de très beaux textes, mais ils ne sont pas d'une modestie, je trouve. Ils ont dépassé les excuses d'humilité traditionnelles de beaucoup d'auteurs médiévaux. Ce ne sont pas des moines, vraiment pas. Donc, peut-être que le dialogue, plus que la dispute, est plus libre et moins codifié. Et je crois que ça donne une vivacité d'écriture et de débat plus grande. Et ça permet de sortir, et là on rejoint ta proposition initiale, sortir des clercs. Et je crois que l'un des enjeux de ces textes, c'est en effet de sortir les débats des assemblées et du clergé, et de montrer que, voilà, c'est pour ça que le geste d'aller sur les rives du Rhin, c'est important. Ça ne peut pas se faire dans Bâle, parce qu'à Bâle, de toute manière, on ne s'entend plus. Il n'y a plus de place nulle part. Mais je crois là vraiment que c'est cette quête d'une parole moins académique, moins codifiée et plus libre. Et Enea Silvio Piccolomini, chez Nicolas de Cusse, c'est plus statique, c'est plus chacun parle après l'autre, des grosses interventions. Bon. Mais Piccolomini, c'est vraiment un dramaturge. Mais d'ailleurs, il a écrit une comédie, Crisis, en 1444. Donc à la cour de l'empereur, il travaille à la chancellerie, il doit en avoir un peu assez parfois des lettres impériales, et donc il écrit une comédie. Il sait écrire des dialogues. Il sait écrire des dialogues. Et ces dialogues amoureux sont vraiment des dialogues amoureux. Oui, c'est vraiment un auteur qui a un sens de l'entrée en scène. Là, la manière dont... Parce que quand il fait rencontrer les deux couples de débatteurs, et il se dit, il y en a d'abord un, puis après l'autre arrive. Enfin,
voilà, moi je pense que ces dialogues pourraient se jouer. Hein. Je ne sais pas si ça intéresserait des gens, mais l'écriture est là. Après, bon, faut une belle traduction, mais oui, il y a un sens de la scène. Et ça, bon, la disputatio, je pense que c'est un peu plus rude, un peu plus pesant. Merci. De rien. Émilie, sur le sens de la scène, continuons là-dessus, parce que la question de l'espace me semble quand même assez importante dans ces dialogues. Alors, tu reparlais des rives du Rhin pour dialoguer, mais il y a toujours cette question de l'extérieur et de l'intérieur aussi, quelque chose qu'on avait vu aussi pour Alain Chartier, le moment où il suit ses personnages à l'extérieur et après il rentre à un moment donné dans sa chambre, disons. Et là, le rapport entre le dedans, le dehors, la gestion des espaces dans ces dialogues, est-ce que ça nous dit quelque chose, finalement, de cette proposition politique qu'ils font ? Oui. Pardon. Oui, c'est dans le Libellus peut-être que c'est le plus net, parce que là c'est un espace à la fois littéraire du locus amoenus, mais c'est aussi un espace réel, un paysage. Il y a d'ailleurs un article qui tente d'identifier vraiment les espaces concernés, sachant que le cours du Rhin, enfin, à l'époque médiévale, était bien plus complexe, moins canalisé qu'il ne l'est actuellement. Donc il faut imaginer des bras qui serpentent dans une espèce de plaine humide avec des forêts. Cet espace est important, il est décrit, mais oui, je crois que ce qui est très important, c'est le geste de quitter l'Assemblée. Parce que l'Assemblée, le Concile de Bâle, se réunissait en séance plénière, en Assemblée générale dans la cathédrale, mais il faut imaginer des commissions, des tribunaux, tout un travail d'institutionnalisation qui a investi toute la ville, toutes ces églises, y compris les monastères qui souhaitent être un peu à l'écart, comme les Chartreux, qui se retrouvent au cœur du dispositif institutionnel du Concile. La rote, le tribunal pour juger les affaires contentieuses, la rote conciliaire créée à Bâle pour bien rivaliser avec la papauté, a été installée chez les Chartreux. Les hommes qui sont morts de la peste à Bâle dans l'été 1439, ils sont enterrés à la Chartreuse. Donc il n'y a plus d'extériorité dans cette ville, il n'y a plus d'espace tranquille. Il y a des problèmes d'approvisionnement, des problèmes de logement, des problèmes de ravitaillement, et pas seulement en nourriture, mais en papier. Et c'est pour ça que cette échappée belle, elle est vraiment précieuse, et elle permet une autre parole. Là, il n'y a pas besoin du songe, il suffit de sortir. Une autre parole plus libre, plus fluide, moins définie par la procédure parlementaire, parce que le Concile a une procédure. Il y a une liberté de parole, on peut prendre la parole, mais il y a des règles à respecter. Donc là, ils sont. Je pense que oui, cet espace est fondamental. Je ne crois pas qu'on retrouve un jeu d'extériorité, intériorité aussi net dans le songe. Le dialogue d'un certain songe sur un certain songe. Et chez Nicolas de Cuse, alors là, c'est plus intérieur-extérieur, c'est bas-haut. C'est vraiment une élévation dans toute la tradition du pseudo-Denis. C'est vraiment la méditation qui élève l'âme et qui permet la contemplation. C'est presque une vision mystique, son dialogue. Et d'ailleurs, on sort... Évidemment, on sort de l'espace universitaire de la dispute. Oui, Jean-Baptiste, on va te donner la parole. On sort aussi du jardin clos du débat courtois. C'est-à-dire que c'est vraiment c'est un dialogue de grand vent, en fait, de plein air et de grand vent.
qui est quand même assez intéressant, c'est qu'une fois de plus, on voit que Pétrarque en aura au XIVe siècle produit le plagiat par anticipation. Et du point de vue de la fuite, enfin de quitter la ville, et du point de vue de monter, grimper la montagne. Il a fait les deux. Bien, nous passons la parole à Jean-Baptiste Brenet maintenant. C'est un peu son idée. Oui. C'est à toi, Jean-Baptiste. Mesdames et messieurs, bonsoir. Non, je vous prie de m'excuser, mais juste après avoir parlé, je vais devoir filer parce que j'anime à l'Institut du monde arabe une séance qui commence à 19h, donc je dois vraiment partir. Mais d'abord, je vous remercie. Tu nous laisses le public. Voilà. Vous pouvez venir, vous êtes les bienvenus si vous êtes rapides. Je remercie Patrick Boucheron et François Foronda pour leur invitation. Évidemment, c'est un honneur d'être ici et je vais essayer de terminer en disant quelques mots, mais comme François Foronda l'a dit, je ne suis pas, veuillez m'excuser, historien, et donc je vais le faire avec mes outils, c'est-à-dire un peu de philosophie arabe, latine et grecque aussi. Alors, dans le beau titre général de ce séminaire, on a essayé d'envisager une articulation au Moyen-Âge entre le réveil et la conscience politique. Et pour ma part, la chose très simple dont je me sers pour dire un mot de ce rapport, François Foronda l'a dit en citant ce que j'avais écrit dans le petit texte, c'est presque une trivialité, c'est l'idée que le réveil, au sens presque littéral, eh bien, ce réveil, il suppose la nuit. Le réveil se comprend par rapport à la nuit dont il sort. En somme, il n'y a pas de réveil absolu. Et par conséquent, on saura ce que se réveiller veut dire, et ce que ça engage, ce que ça produit, ce que ça implique, quand on saura de quelle nuit, parfois sans sommeil, on se relève, quand on saura quelle nuit, comme on dit, on a passé, voir ce qui se sera passé dans cette nuit. Or, il se trouve que sur la nuit, les philosophes médiévaux ont beaucoup à dire, même si c'est dans des textes qu'on néglige parfois. Et je retiens 3 choses parmi tout ce que j'ai croisé. La première chose, c'est que la nuit, c'est la nuit noire, c'est l'obscurité. Cela paraît un peu insignifiant, mais ça ne l'est pas, et ça ne l'est pas grâce à Aristote, qui dit 2 choses remarquables qu'on a tendance à mettre de côté. Premièrement, que cette obscurité, c'est de l'invisible, du non-visible, et qu'on peut l'entendre de 2 façons, cet invisible. Soit d'une façon radicale, comme une privation de lumière, l'obscur, c'est l'état privé de luminosité, soit dans une opposition moins tranchée, comme un très faible degré de lumière, l'obscur étant ici non plus le non lumineux à proprement parler, mais un lumineux indigent, ténu, déficient. Et deuxièmement, ce que dit Aristote, et qui est tout à fait sublime, c'est que cet invisible, on le voit. Aristote est explicite quand il parle de la vision, il dit que nous voyons le visible, certes, on pourrait presque dire par définition, mais aussi l'invisible. Et cela, en vérité, parce que tout sens, de manière générale, perçoit à la fois son objet et le contraire, ou l'opposé de son objet. Si bien que l'ouïe, par exemple, entend le son et le silence. La langue goûte le sapide et l'insipide. Le nez sent l'odorant et l'inodore, etc. Bref, la nuit, c'est l'obscur, et l'obscur, dit Aristote, je le saisis. Je l'appréhende lui aussi. L'obscurité, ça n'est pas quand je ne vois rien, c'est, si l'on joue un peu sur les mots, ce rien ou ce presque rien que je vois aussi. Et notre réveil, ce sera une sortie de cet état-là. Mais qu'est-ce que cela veut dire, voir l'obscurité ? Eh bien, si l'obscur est pris comme le contraire du lumineux, voir l'obscur, saisir l'obscur, penser l'obscur, c'est, j'ai déjà dit le mot technique, penser une privation. C'est-à-dire non pas seulement une absence, mais une carence, un manque de ce qui pourrait ou devrait être là. Je pourrais le formuler un peu autrement, de façon un peu plus technique. Aristote dit que la lumière est une certaine disposition, un certain état du diaphane, c'est-à-dire de cet intermédiaire dans l'air ou dans l'eau qui sert à convoyer ou à manifester des formes. Le mot état que j'utilise traduit le terme exis en grec et habitus en latin, malaka en arabe. Et l'obscurité, donc, est le défaut de cet habitus, c'est-à-dire littéralement un défaut de possession, puisque l'habitus, c'est ce qu'on possède, ce qu'on a acquis, ce qu'on a, si bien que l'obscurité est une dépossession. Que veut dire donc se réveiller ? Comment se réveille-t-on quand on se réveille d'une nuit
qui consiste à voir le noir de la dépossession. Non pas le présent, l'habituel, l'actuel, le déterminé, l'effectif, mais si je puis dire l'envers du décor, le creux, l'indisposé, et sinon le vicié, du moins le potentiel, l'état de puissance de ce qui peut être, mais n'est pas. C'est là qu'est la politique, qu'elle entre en scène. Le réveil est solidaire d'une conscience politique en un sens d'abord très large, très facile, parce que s'éveiller, si c'est quitter l'obscurité qu'on a dite, c'est sortir d'un trou et que sa perception, son face-à-face, appelle sa réparation, sa conjuration, ou bien son comblement, ou bien, disons encore, une mise en œuvre, un passage à l'acte, comme il en fut question tout à l'heure. D'ailleurs, ça n'est pas une idée vague, ce lien à la puissance. Ça n'est pas un sentiment flou, abstrait, qui dépasserait un peu chacun. Je pense au contraire, en disant cela, au très subtil commentaire que le penseur arabo-andalou Averroès, Ibn Rushd, le grand commentateur du XIIe siècle, dont la scolastique hérite, comme on sait, une partie de l'œuvre et sans laquelle elle n'aurait pas pris le visage qu'elle a eu. Je pense au commentaire donc qu'Averroès donne des quelques lignes très difficiles qu'Aristote, dans son traité de l'âme, écrit, là où il parle de cette pensée de la privation que nous sommes capables d'avoir et qui fait de nous autre chose que des regards béats devant la positivité du réel, devant le réel tel qu'il est. Pour illustrer les privations, Aristote prend l'exemple du noir et du mal. Et la question qu'il pose, je vais vite, c'est de savoir comment il se fait que nous pouvons penser cela. Je vois l'obscur, je vois le noir, je pense le mal, c'est-à-dire des privations, c'est-à-dire des puissances, mais d'où vient que je le peux? Averroès s'est emparé de cette question et voici ce qu'il dit qui nous importe directement. Si nous, c'est-à-dire notre intellect, nous pouvons penser les privations, comme quand on voit l'obscurité, c'est-à-dire si nous pouvons penser la puissance comprise comme défaut de forme, c'est dans la mesure où nous nous rapportons nous-mêmes à notre propre puissance. C'est dans la mesure où, fondamentalement, par retour sur nous-mêmes, intimement, nous tous ici, nous avons rapport à la puissance, au défaut d'actualité. Je le dis autrement, intellectuellement, nous pouvons penser des privations, celles du monde, si vous voulez, qui n'en manquent pas, parce que, fondamentalement, notre intellect, qui s'éprouve dans sa propre potentialité, dans son incomplétude, dans son insuffisance, mais sa tension aussi, c'est ce qu'être privé veut dire. C'est l'intimité de notre propre creux, pour le dire encore autrement, qui nous ouvre à l'appréhension de l'être potentiel et incomplet des choses. C'est parce que je suis en manque, dans ma nature même, et que j'appréhende ce manque, que je le mesure, que je peux percevoir la dimension manquante de la réalité. À la différence de Dieu, par exemple, qui ne connaît que l'acte, et qui d'ailleurs ne fait pas de politique, et qui d'ailleurs ne dort pas ou ne connaît pas la nuit. Que cela, c'est-à-dire le fait de saisir les privations, la puissance est d'abord la nôtre, et rapport à la politique, on peut s'en assurer en lisant l'un des plus grands, Dante. Dans sa Monarchie, au tout début, comme on sait, Dante explique que ce qui caractérise l'homme, ce n'est pas l'intellectualité, puisque Dieu et les anges aussi sont des êtres intelligents, des êtres intellectuels. Ce qui caractérise l'homme, c'est la dimension potentielle de cette intellectualité, c'est-à-dire le fait que l'être humain puisse penser, le fait qu'il est, si je puis dire, à s'y mettre, et qu'il n'en soit pas continuellement capable, mais seulement par à-coups, par intermittence. Dante en tire des conséquences politiques énormes, en se réclamant d'Averroès d'ailleurs, puisque si cette puissance de pensée qui fait l'humanité ne saurait rester vide, ne saurait rester inemployée, inaboutie, mais qu'aucun individu, ni aucun petit groupe, la famille, le village, la ville, n'est capable seul de le réaliser, il faut que l'espèce entière s'agrège, y contribue, et ce sera le rôle de l'Empire d'assurer les conditions politiques de cette synergie où l'espèce trouvera sa fin. Nous aussi, nous pourrions en tirer des conséquences politiques, parce qu'évidemment, comme je le disais vite, la pensée de la privation, la saisie du déficit, de l'insatisfaisant, de l'injuste, de l'incomplet, de l'avorté, du bancal, de l'empêché, du possible, c'est le premier temps de sa correction, et que celle-ci n'est envisageable que solidairement. Cette dimension politique, nous la retrouverions d'ailleurs avec l'autre sens de l'invisible que donnait Aristote, le faiblement visible, le défectueux, le ténu, comme est l'air, c'est très beau, comme est l'air, dit Aristote, pour le toucher.
Voir l'obscurité, la nuit, cette nuit dont on se réveille, c'est voir la privation ou bien l'indigent, la chose de peu, ce qui, pourrait-on dire, est pauvre en être, et on se réveille devant cette pauvreté. Mais ce n'est pas tout. J'ai dit que c'était la nature de la nuit, ce qu'on lui associait, ce qui s'y manifestait, qui conditionnait celle du réveil et l'action qui s'ensuit. Or Aristote, toujours lui, livre aux médiévaux une autre idée profonde. On voit le visible et l'invisible, soit, mais le visible lui-même est au moins double. Le visible, c'est d'abord la couleur, dans la lumière de jour, mais c'est aussi autre chose qu'on ne voit que de nuit. Une chose qui n'a pas de nom grec, dit Aristote, une chose littéralement anonyme, qui ne constitue pas un genre à proprement parler et dont on peut seulement donner des exemples un peu épars. Les écailles de poisson, certaines cornes, les ongles, les yeux, l'encre de la seiche. Et c'est ce que nous pourrions nommer, nous, le phosphorescent. La nuit, ce n'est pas seulement l'obscurité même que nous saisissons. Dans l'obscurité, nous entreapercevons quelque chose, des petites choses brillantes qui luisent, et notre réveil, je le redis, dépend de cette manifestation. Or, cette manifestation, c'est presque en elle-même déjà de la politique. Le phosphorescent et sa vision, en effet, c'est une affaire de lutte, de rivalité, une affaire de pouvoir, de domination. On le voit bien dans la manière qu'on a d'en parler au Moyen-Âge, dans les textes latins qui commentent Aristote, chez Albert le Grand ou Thomas d'Aquin par exemple, ce qui n'est pas rien. Pourquoi une affaire de lutte? Pourquoi un rapport de force? D'abord parce que ce qui conditionne la phosphorescence, dans le phosphorescent, c'est la domination du feu. C'est la domination du feu dans le mélange élémentaire qui constitue la chose qui brille. Le feu, dans le phosphorescent, l'emporte sur l'opacité de la Terre. Et de là vient cette espèce de radiation. Mais c'est une radiation faible. Elle est propre, certes, elle vient du dedans de la chose même. Pour le dire en latin, en des termes techniques, ce n'est pas un lumen, c'est-à-dire une lumière reçue, et encore moins une splendor, c'est-à-dire une réverbération. C'est bien une lux, une lumière jaillie, produite, émise. Mais c'est une lumière indigente, une lumière incapable d'indiquer plus qu'elle-même, incapable d'éclairer le reste, et incapable surtout de résister à l'éclat du soleil qui figure à la verticale des têtes, le despote, le pouvoir central, le phare tout-puissant. Le soleil, d'en haut, comme un pouvoir suprême, domine, éclipse, occulte la phosphorescence. Ce sont les termes qu'on utilise et on jurerait n'être pas dans le champ de la pure physique. Se réveiller, c'est se réveiller de la nuit, c'est-à-dire de ce moment où l'on voit ce que, en journée, le soleil unique et transcendant, superveniens, dit le latin, c'est-à-dire venant d'en haut, recouvre. Se réveiller, c'est se réveiller d'un état, l'obscurité, où sera apparu, sinon un autre réel, un autre mode de la réalité. Non plus celui de la couleur, qui ne paraît que sous le soleil, en vertu de lui, mais celui, disons, de la lueur, ou plutôt des lueurs immanentes, fragiles, qu'invisibilise le grand jour. Ce n'est pas pour rien que Pasolini, dénonçant dans le pouvoir fasciste la traque du projecteur et sa lumière aveuglante, valorise tout à l'inverse les lucioles, à la fois leur singularité et leur multitude. Il est un lointain écho de ce point de vue de la théorie médiévale de la phosphorescence. Ce que je dis donc et qui est très simple, c'est qu'il est un réveil au Moyen-Âge qui consiste à sortir d'une nuit qui, proprement, phosphore. S'éveiller consiste, non pas comme dans l'attention diurne courante, à voir ce que le soleil fait voir, nous montre, et qu'à la condition qu'il soit là, unique, au zénith, mais à l'inverse, à se rappeler pour l'honorer, pour lui faire une place, pour se rappeler ce qui n'aura paru qu'en son absence, dans son retrait, peut-être même sa négation, en tout cas dans un autre milieu, sous d'autres auspices, et peut-être aucun d'ailleurs, sous rien du tout justement. Je la mettrai là, la conscience politique, son début dans cette vigilance. Mais la nuit, pour un médiéval, c'est une troisième chose sur quoi je terminerai, c'est le fantasme. Le premier sens, tout le monde l'entend bien. La nuit, c'est le moment des apparitions, celui des spectres, des fantômes, des esprits, de tout ce qu'on voudra pourvu que ça survienne, bizarrement, puis disparaisse. Mais évidemment, je l'entends en un sens plus technique. Le fantasme, pour un philosophe médiéval, c'est l'image. C'est la trace du sensible qui se dépose dans le corps animé et qui amorce, qui motive la pensée dans une zone un peu grise où le ratage, l'erreur, la fausse route, la maladie, le délire sont toujours possibles. Le fantasme, compris comme image, c'est le pont
dans le corps de l'individu, dans son âme, entre le monde, le sensible et le concept, l'universel. Et ce fantasme-là, pour tous les médiévaux qui suivent Aristote, c'est la clé de notre vie d'être humain, puisque c'est à partir de cela qu'on produit de l'universel, puisque c'est là que se joue son intellectualité, sa capacité de savoir, de dire et de partager le vrai, de converser, de mener une vie commune. Et tout cela compte encore plus sans doute chez Averroès, l'Andalou, chez qui le fantasme fait le cœur de sa doctrine, puisque c'est par lui, appuyé sur lui, que chaque individu fait sien singulièrement l'intellect unique de l'espèce, l'intellect séparé de tout corps antérieur et postérieur à eux. C'est par le fantasme que je m'intellectualise, que je m'approprie la pensée, que je lui donne une voix, une durée, qu'à la fois je me joins à l'universel, retrouvant tous les autres et la possibilité de communiquer, et que je m'y joins à ma façon, dans une forme de vie qui n'est qu'à moi, dans un temps propre, un style, une certaine langue, une certaine histoire. Je pense universellement en tant que je fantasme à ma façon. Thomas d'Aquin reprochait à Averroès, et tout le monde ou presque dans la scolastique le fera après lui, de ruiner la morale et la politique avec sa doctrine de l'intellect, puisque si l'intellect était unique, comme Averroès le prétendait, s'il était séparé, il n'y avait plus de personnalité mentale, il n'y avait plus de pensée singulière, il n'y avait plus d'imputation, plus de maîtrise ni de responsabilité. Mais Averroès, quand on le lit bien, n'aura cessé de vouloir l'expliquer tout cela, la maîtrise, l'imputation, la responsabilité, la personnalité mentale, par les fantasmes justement, par la façon, autrement dit, de mobiliser nos corps dans le réel concret, et non pas seulement par la possession fixée d'emblée d'une intelligence individuelle. Et la vie dans la cité, qu'Averroès défend absolument, parce qu'il n'y a pas d'autre choix, parce que l'homme est aussi naturellement politique qu'il est rationnel, la vie bonne dans la cité consistera à permettre au corps de fantasmer de la meilleure façon possible, dans le meilleur roulement possible, pour que de ces corps puisse de façon optimale sortir le savoir et la vérité. Or c'est cela qui paraît la nuit, que montre la nuit et dont le réveil se souvient et s'avise. S'éveiller, c'est prendre conscience qu'il n'est de réalité commune pour l'être humain que par les fantasmes, c'est-à-dire par les traces, les élaborations, les potentialités, les désirs précaires, incertains mais tendus, je le redis, dont sont porteurs les corps ou les âmes, c'est pareil, de chacune et chacun. Je finis. On aime bien se réveiller, je crois. On pourrait penser que c'est parce qu'on sort de la nuit qui angoisse et dont on ne veut pas, dont on aimerait pouvoir se passer. Mais quand on lit un peu de philosophie médiévale, on voit que c'est le contraire, en vérité, qui apparaît. Pensez à ce que les scolastiques redoutaient dans l'intellect d'Averroès, séparé et toujours en acte au-dessus de nous, tel un œil perpétuellement ouvert. L'effrayant pour eux, c'était cela, l'éternelle actualité, celle de Dieu étant mise à part. Ce qu'ils redoutaient, c'était non pas la nuit, mais en vérité son absence, son impossibilité. Et on le mesurerait encore aujourd'hui avec l'intelligence artificielle ou disons Internet qui ne dort jamais. L'effrayant, c'est l'impossibilité de fermer l'œil, c'est la surveillance continue. On aime le réveil, en somme, aussi parce qu'on chérit l'obscurité. Et il le faut, je crois, au sens qu'on vient de voir. Alors, mesdames et messieurs, il est un peu tôt, mais si vous le permettez, et avec un peu d'avance, je nous souhaite, pour s'en sortir, bonne nuit.